Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Guy Marty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, le directeur général de l'Institut d'épargne immobilière et foncière et vous publiez l'édition 2013-2014 du marché de l'immobilier français dans un livre de 480 pages qui couvre l'ensemble du secteur. Alors Guy Marty, à droite comme à gauche, les politiques se sont succédés mais n'arrivent pas à résoudre cette crise du logement au fil des années. Quand cette crise du logement va-t-elle enfin prendre fin ? Pas tout de suite. Pas tout de suite, simplement parce qu'il faudrait faire du long terme. Et comme vous avez dit, à droite comme à gauche, c'est-à-dire que c'est une vieille maladie de la politique française de toujours voir les questions de logement pour les médias, alors qu'il y a du long terme. Deux exemples. À la fin des années 90, on savait, parce que l'INSEE l'avait écrit, on a des très bons démographes en France, qu'entre 2000 et 2004, il y aurait un afflux de jeunes ménages, venant des natalités précédentes. On n'a pas construit plus, on a eu un engorgement, une hausse brutale des prix et des loyers. Aujourd'hui, on sait très bien que dans les 20 ans qui vont venir, on aura 5 millions de personnes en plus en France. On est en train de s'y préparer ? Pas du tout. Donc la crise du logement, elle est pour demain. Alors, quels facteurs, quelles sont les clés, selon vous, prioritaires, indispensables pour relancer le secteur ? Alors, il faudrait deux choses. La première, c'est relancer l'offre. On est toujours en retard, et il y a deux pays européens comme ça, qui sont en retard dans la construction sur le nombre des nouveaux ménages. Et les deux pays qui ont ce retard, c'est la France et l'Angleterre, c'est-à-dire les deux pays où celui qui donne le permis de construire serre la main des électeurs. Coïncidence, c'est-à-dire que, évidemment, un maire, avant de donner le permis de construire, il réalise qu'il va peut-être falloir qu'il ait une crèche en plus, ou une école en plus, ou une installation en plus, et il n'a pas les moyens. Donc il faudrait remonter la décision administrative de construire du niveau du maire à celui un peu au-dessus de l'agglomération, ou de la communauté d'agglomération, etc. L'intercommunalité, en fait. Exactement. Ce qui a été évoqué. Il se trouve que récemment, cette réforme n'a pas été faite. Il faudra peut-être y revenir. En tout cas, si on n'y revient pas, on en restera à pas assez d'offres. Donc la première chose, c'est libérer l'offre. La deuxième, c'est sans doute introduire un peu de stabilité. C'est-à-dire que si vous prenez, soit pour les accédants, soit pour les investisseurs, ça change tout le temps. Or, l'immobilier est un acte long qu'on fait une fois ou deux fois dans une vie. Et donc, il faudrait une stabilité fiscale, réglementaire pour les loyers, etc., qu'on puisse prévoir. Est-ce que le coût de l'immobilier en France freine la compétitivité ? Alors, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, c'est une forte accusation. Je voudrais quand même rappeler que, en France, quand vous achetez une maison ou un appartement, en général, vous l'achetez à un particulier. Donc, cet argent, ou quand vous louez votre appartement, votre maison, vous la louez à un particulier, puisque 95%, enfin, les logements sont à 95% propriété des particuliers. Donc, finalement, l'argent reste dans le circuit. Donc, l'argument de freiner la compétitivité est bizarre et fallacieux. En revanche, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème tout simple, c'est que pour beaucoup de ménages, le loyer est trop cher ou le prix d'accession est trop cher. Et là, il faudrait faire quelque chose. Mais encore une fois, si on veut baisser les prix, il faudrait augmenter l'offre. Et là, l'encadrement du loyer, puisque... Oui, justement, alors pour faire baisser les prix, le gouvernement souhaite en fait réguler, encadrer notamment les loyers. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que selon vous, c'est une bonne décision ? Si oui, c'est ni bon ni mauvais. Deux raisonnements. Premier raisonnement, c'est déjà ce qui se fait en Allemagne. En ce moment, est à la mode de dire que tout ce qui se fait en Allemagne est très bien. Allons-y. Donc, en Allemagne, c'est vrai, il y a une réglementation des loyers, finalement, assez proche de celle vers laquelle on va. La différence, c'est qu'en Allemagne, la plupart des Allemands sont locataires et pas dans ce qu'on appellerait un secteur social. Deuxièmement, les Allemands ont pour habitude de bien payer, de bien honorer leur loyer. Et troisièmement, les prix sont beaucoup plus faibles et les rendements beaucoup plus élevés. C'est pas la même chose un encadrement des loyers quand vous avez un rendement de 6% que quand vous avez un rendement de 3 ou 3,5% une fois que toutes les charges ont été faites. Donc, il y a le faux exemple allemand, si vous voulez, pour l'encadrement des loyers. Maintenant, pour la situation en France, c'est pas parce que les loyers sont encadrés
qu'il y a des logements qui vont pousser. Autrement dit, on a un problème de loyer cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de logements. Si vous voulez vraiment protéger les locataires, eh ben, il faut faire plus de logements. Et là, on a un problème, c'est que finalement, on n'a pas décidé en France si le logement est un bien, autrement dit un actif, qui relève de la propriété privée, ou si c'est un service public. Et donc, on a une mauvaise politique publique et on a un mauvais marché. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'au lieu qu'il y ait pratiquement 60% des Français qui relèvent du social, il faudrait qu'il y ait un marché qui fonctionne mieux, qu'on laisse fonctionner, mais qu'à ce moment-là, dans un marché qui fonctionne, il est clair que les loyers et les prix sont accessibles pour ceux qui travaillent, et que le social soit vraiment réservé à ceux qui en ont besoin, où là, il y a vraiment une mission publique. Dans un moment où l'on manque de repères dans cette période d'incertitude économique et fiscale, est-ce que l'immobilier reste finalement un bon placement? Alors, ça, c'est une question difficile, enfin, question facile, réponse difficile. Je vais finir par y répondre, mais je vais faire une petite parenthèse avant. D'abord, il faut savoir qu'on est dans un monde inconnu. On est sorti des manuels d'économie, avec les banques centrales qui émettent plein d'argent, sans qu'il y ait forcément d'inflation, et sans que l'économie ne redémarre terriblement. Donc on est dans un territoire inconnu du point de vue de tout ce qui est théorie économique. Donc à partir de l'affaire des prévisions, il vaut mieux être modeste. Bon. Maintenant, dans la question, est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier et dans le logement, puisque c'est le... Dans le résidentiel, oui. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je dirais il y a deux façons d'aborder ces questions. La première façon, c'est de dire, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Il y a les emprunts d'État, il y a la bourse, et il y a l'immobilier, hein, comme grand placement. Alors, j'ai envie de dire que si vous avez déjà des emprunts d'État et des actions, faire l'immobilier, c'est pas complètement idiot. Bon. Mais l'autre question, c'est que va faire l'immobilier? Est-ce que c'est intéressant d'acheter aujourd'hui? Alors, compte tenu du fait qu'il est très difficile de savoir ce que deviendront les prix de l'immobilier dans le monde, où par exemple les banques centrales arrêteraient de faire leur inondation monétaire, etc., il y a déjà des taux d'intérêt très faibles, ce qui n'est pas forcément un mauvais calcul. Si c'est pour l'accession, il ne faut pas oublier que l'accession, c'est une épargne forcée qu'on ne ferait pas autrement, et donc c'est toujours un bon calcul d'accéder dans de bonnes conditions de crédit. Ensuite, savoir quand les prix baisseront, moi je n'en sais rien. Savoir s'ils baisseront vraiment dans des proportions importantes, je n'en sais rien non plus. Par contre, j'aurais assez tendance, en matière d'investissement, à aller vers des formules collectives. Vous voyez, par exemple, il y a le Duflot qui est sorti. Oui. Bon. On est Alors, plus ou moins enthousiaste. Ça ne marche pas très bien. Ça marche un peu. Bon. Pour la partie qui marche, il vaut peut-être mieux être dans une SCPI, par exemple, où il y a une diversification. Parce qu'aujourd'hui, il y a des villes tendues qui ont effectivement un bon avenir sur les prix, sur les loyers, etc. Mais qu'est-ce qui me dit, moi, où seront les prix ou les loyers de cet appartement à tel endroit? Donc une certaine diversification peut faire du bien. En conclusion, confiant tout de même? Oui, mais pas par enthousiasme, simplement parce que aujourd'hui, l'immobilier fait partie des actifs qu'on ne peut pas négliger, en sachant qu'on se posera des questions dans 10 ans pour savoir ce qu'il était bien de faire. Guy Marty, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.
La différence, c'est qu'en Allemagne, la plupart des Allemands sont locataires et pas dans ce qu'on appellerait un secteur social. Deuxièmement, les Allemands ont pour habitude de bien payer, de bien honorer leur loyer. Et troisièmement, les prix sont beaucoup plus faibles et les rendements beaucoup plus élevés. C'est pas la même chose un encadrement des loyers quand vous avez un rendement de 6% que quand vous avez un rendement de 3 ou 3,5% une fois que toutes les charges ont été faites.